Je vous présente, mais vous le connaissez, le député du Bas-Rhin, porte-parole du groupe Renaissance, Charles Gisela-Schulz. Merci, bonsoir. Et merci à vous d'avoir accepté avec Mathilde Panot de débattre ensemble avec un sujet très important qui est arrivé aujourd'hui à l'Assemblée et qui est l'avenir de la filière nucléaire. C'est à vous. Absolument. Donc, on est depuis cet après-midi sur l'examen du texte nucléaire et j'étais présent en hémicycle. Et donc, j'ai eu l'occasion d'entendre les propos émanant de votre groupe et je suis en fait assez surpris d'entendre que votre groupe va s'opposer à ce texte, puisque la filière nucléaire est une filière historique d'excellence de la France. C'est une grande aventure collective, à la fois scientifique et surtout industrielle. Moi, j'avais toujours cru comprendre que la gauche était attachée à l'industrie. Et donc, c'est assez contradictoire. J'aimerais que vous nous expliquiez pourquoi est-ce que vous êtes opposé à cette relance du nucléaire voulue par le président de la République. Alors déjà, ne soyez pas surpris, c'était dans notre programme présidentiel. Nous sommes effectivement pour la sortie planifiée du nucléaire. Il ne s'agit pas du jour au lendemain d'arrêter, mais parce que... Alors, pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est aujourd'hui ce qui empêche le développement des énergies renouvelables. Quand vous devez mettre 100 milliards dans le grand carénage pour pouvoir prolonger les centrales, en construire d'autres, eh bien c'est autant d'argent que vous ne mettez pas dans le développement des énergies renouvelables. La deuxième chose, c'est que nous avons un problème de résilience de l'énergie nucléaire. Je parle évidemment des refroidissements des réacteurs et on est en sécheresse hivernale. Donc la question du refroidissement, quand parfois il est arrivé en période de sécheresse que la moitié des réacteurs soient à l'arrêt, soit pour des questions de maintenance, soit pour des questions justement de refroidissement, et puis pour des questions géopolitiques. Regardez que là, on est en train d'importer de Russie. Ça doit quand même nous poser des questions là-dessus. Par ailleurs, nous n'avons pas d'uranium dans notre pays, donc ça pose un problème de souveraineté. La troisième chose, et qui est très importante pour moi, vous savez, moi je suis sous-traitante d'une association, marraine, pardon, d'une association de sous-traitants nucléaires. Donc la question de l'emploi et des conditions d'emploi dans le nucléaire m'intéresse beaucoup. Il se trouve que 80% de la maintenance nucléaire est faite aujourd'hui par des sous-traitants, dans des conditions de travail qui sont vraiment très mauvaises, avec des gens qui n'ont pas le statut. Et je le dis, nous avons sur cette question un gros problème sur l'excellence dont vous parlez. Parce que nous sommes en train de perdre avec cette sous-traitance la connaissance des réacteurs. Quant au scandale Creusot-Forge, ça vous dit quelque chose. Donc moi, je veux qu'on développe des filières d'énergie renouvelable d'excellence et qu'on arrête petit à petit avec une énergie qui est plus chère que les énergies renouvelables, qui est dangereuse, qui produit des déchets dont on ne sait que faire et qui est surtout non résiliente aux aléas climatiques. Et ce qu'il faut faire, et ce que la France a commencé à faire... D'ailleurs, d'autres pays le font, c'est les deux en réalité. C'est d'avoir le nucléaire et c'est de développer davantage les énergies renouvelables. On a voté une loi il y a quelques semaines. D'ailleurs, vous vous y êtes aussi opposé. C'est contradictoire. La libéralisation du marché de l'énergie. La filière nucléaire française ne va pas bien depuis plusieurs années. Mais pourquoi ? Parce qu'on a détourné nos plus brillants esprits de cette filière-là par un matraquage médiatique, par un lobbying intensif de vos amis écologistes et aussi d'un certain nombre de personnes qui sont proches de la France insoumise et qu'on a dégoûté des jeunes Françaises et des jeunes Français de s'engager dans cette filière. Heureusement, cette filière, elle est résiliente, elle se relance et elle fait la fierté et surtout, elle fait l'indépendance énergétique du pays. Donc, votre discours est contradictoire et surtout totalement hors sol d'une certaine façon, parce qu'on aura toujours besoin d'énergie, on aura toujours besoin d'électricité, et que notamment le parc automobile sera, c'est un fait, de plus en plus électrique, donc les besoins en électricité seront croissants dans notre pays. Vous voyez, en fait, la différence entre vous et moi, c'est qu'il y a toujours des questions de court terme. Vous ne voyez les choses qu'à court terme. Et je vais vous dire pourquoi ce n'est pas possible de faire les deux. Quand je vous dis 100 milliards, quand vous regardez le fiasco de l'EPR, vous allez nous expliquer que les EPR2, dont la technologie n'est toujours pas faite, avec un EPR qui est absolument dramatique en termes de bilan, il devait coûter 3,3 milliards, il en coûtera au moins 21 milliards, il y a un problème avec la cuve, il y a un problème avec le couvercle, il y a un problème avec les soudures, Bouygues a été condamné pour travail dissimulé avec 150 travailleurs, et je pourrais continuer assez longtemps. Les plans de l'EPR sont dans la nature, ça a été révélé par Greenpeace, c'est quand même absolument incroyable, ça n'a inquiété personne. Vous voyez sur ces plans notamment la taille des boulons de portail qui entourent l'EPR. Donc, vous m'expliquez qu'avec une technologie EPR2 qui n'est pas prête, une technologie SMR, vous savez, les petits réacteurs qu'il y aurait, qui n'est pas prête, vous allez m'expliquer que c'est comme ça qu'on va faire face à la fois aux défis énergétiques, alors que... Sur cette question de la technologie qui n'est pas prête, c'est intéressant. Oui, non, mais sur l'EPR, c'est pas vrai, en fait, ce que vous dites. Parce que l'EPR, on sait le faire.
Il devait commencer en quelle année, le PR, rappelez-moi ? Le PR, on sait le faire. Et il en existe un en Chine, à Taishan, qui a été fait par EDF. Et la vraie question... Un des réacteurs a été arrêté cet été. La vraie question sur le PR, c'est pourquoi est-ce que ce chantier... En réalité, je suis d'accord. A été une sorte de fiasco que nous avons connu pour celui de Flamanville. Et ce qui a été notamment mis en avant par le rapport Fols il y a quelques années, c'est que cette filière nucléaire en France s'est affaissée pendant plusieurs années, qu'il y a eu beaucoup de manquements, que ça soit chez EDF, et que nous avons repris les choses en main. Il ne va pas échapper que la direction d'EDF a été changée, que l'État a tapé du poing sur la table, et que donc cette filière, il faut la soutenir. Et moi, je trouve dommage que dans le débat que nous avons cette semaine sur le nucléaire, vous n'ayez pas donné le signal de vouloir soutenir cette filière. Écoutez, quand je vous donne des arguments, excusez-moi, mais on a des arguments en fait. La question de la sécheresse et de l'eau est un argument. La question du coût avec un nucléaire qui est plus cher que les énergies renouvelables est un argument. La question des déchets que vous voulez enfuir dans la Meuse. Mais on ne sait pas faire 100% d'énergie renouvelable. Je crois que c'était la proposition de Jean-Luc Mélenchon. En fait, on ne sait pas faire. Si, on sait faire. En fait, c'est impossible. Si. Il y a la question de l'intermittence. Il y a un pays qui a essayé. Oui, mais il y a des choses à faire sur le stockage, mais par ailleurs, vous avez des énergies dans lesquelles... Il y a un pays qui a essayé, et moi, je trouve que je le connais très bien, puisqu'il est frontalier de ma circonscription. C'est l'Allemagne. Il a essayé. La politique énergétique allemande est un naufrage depuis 10 ans. Ils ont plus d'énergie renouvelable que nous dans leur mix énergétique. Ils voulaient sortir du nucléaire pour des raisons de crainte dogmatique après Fukushima. Bilan, vous avez aujourd'hui un gouvernement à moitié écologiste qui rouvre. Mais vous aussi, vous rouvrez du charbon et vous importez du gaz de schiste. Et vous voulez me faire croire que c'est différent chez nous. Pas dans les mêmes proportions. L'Allemagne a aujourd'hui dans son mix énergétique plus d'énergie renouvelable que nous. Donc, à un moment, soit on décide... Mais le nucléaire, ils l'ont remplacé par des énergies carbonées. Oui, mais vous faites la même chose. C'est un naufrage. Vous avez importé du gaz de schiste américain, oui ou non? Oui. Vous avez réouvert une centrale à charbon, oui ou non? Oui. Temporairement. Oui, temporairement. Oui, enfin, les Allemands pour passer le creux de cet hiver. L'Allemagne a rouvert de façon structurelle. Écoutez, à un moment, si on ne met pas de l'argent... Soyez honnête. Pas dans les mêmes proportions. Si on ne met pas de l'argent à la fois dans la formation de toutes celles et ceux dont on a besoin pour les énergies renouvelables. Ce qui est un des objets de ce texte, d'ailleurs. Mais non, mais... Enfin, moi, j'ai lu tous les articles. C'est un des objectifs du texte. L'objectif du texte, c'est de faire en sorte qu'on aille en marche forcée sur le nucléaire avec aucun retour en arrière possible et aucune question démocratique derrière. Et en plus de ça, vous mettez un coin dans la sûreté nucléaire en demandant à l'IRSN de fusionner avec l'ASN. Donc, vraiment, ce texte n'a rien à voir avec ce qu'il faudrait faire à l'heure du dérèglement climatique. Vous ne le voterez pas. Un mot du découpage des régions. Mon second sujet plus territorial, et là, je voulais plus avoir un échange pour un peu connaître votre sentiment, puisqu'il y a eu il y a quelques jours le rapport annuel de la Cour des comptes, et ce qui a vraiment été très mis en avant dans ce rapport sur la décentralisation, c'est le naufrage complet de la réforme des grandes régions. Alors moi, étant alsacien, vous comprendrez que ce sujet me touche beaucoup, puisqu'il y a eu cette incompréhension de la disparition de l'Alsace et de la création de cette structure très abstraite qu'est le Grand Est. Est-ce que vous êtes plutôt ouverte à ce qu'il y ait des corrections de ces méga régions? C'est une attente très forte qu'on sent aux quatre coins du pays. Alors nous, on est même plus que pour des corrections, on est au départ pour une constituante, c'est-à-dire que le peuple réécrive la Constitution. Et la question de la démocratie aux différents échelons, bon évidemment, nous on attache beaucoup d'importance à la commune, et je rappelle, je le dis en passant, que 50% des maires ruraux sont des retraités dans ce pays, donc si on repousse l'âge de départ, ça va poser des soucis, mais bon, je mets ça de côté. Tous les chemins mènent à Rome. On est très attaché évidemment à la commune, au département, et évidemment on a ces méga-régions qui arrivent et qui posent un problème de lien démocratique du citoyens avec la région, ce sur quoi nous sommes d'accord. Moi, je pense que la question des régions, elle doit aussi correspondre à des réalités physiques. On avait émis une idée pendant la présidentielle. Après, d'ailleurs, la Cour des comptes en parle sur le problème des bassins versants de l'eau. Mais on avait émis une idée, c'est une idée à discuter, qui était de dire pourquoi pas faire correspondre à des bassins versants des régions qui, en quelque sorte, permettraient de donner une unité. Qu'est-ce que vous appelez des bassins versants ? C'est la question sur le cycle de l'eau, mais qui permettrait de donner une unité à la politique de l'eau. Comme on sait que, par exemple, l'eau va être un des grands problèmes du XXIe siècle, on peut, par exemple, revenir sur des choses... l'Alsace, par exemple, ça aurait du sens avec... On a une nappe phréatique et le Rhin, donc... Voilà, non, mais par exemple, ça aurait du sens avec ça, mais qui permet de redonner, à partir de grands enjeux qu'on a qu'on a affrontés, de redonner une cohérence à ce qu'est la région, et qui ne soit pas quelque chose de complètement déconnecté et d'immense, dans lequel, évidemment, le citoyen ne s'y retrouve pas.
Et donc, cette proposition-là, je trouve que cette réponse, elle est intéressante. Et puis, dans le cas de l'Alsace, qui m'intéresse au premier chef, effectivement, comme je le disais, on est traversé par un des plus grands fleuves d'Europe, qui est le Rhin. Et il y a Stocamine. Il faut faire des Stocamines aussi. Et il y a Christophe Béchu annoncera peut-être des choses là-dessus dans quelques jours. Et puis, il y a surtout l'une des plus grandes nappes phréatiques d'Europe. Donc, d'un point de vue de l'eau, ça fait sens. Et puis, je crois surtout ce qui est important avec les régions. Et ça, d'ailleurs, a été écrit noir sur blanc par la Cour des comptes. C'est, je pense, quelque chose de très important, qu'une région a besoin d'une cohérence historique et politique. Voilà. Et c'est sûrement ce qui manquait dans un certain nombre de ces nouvelles grandes régions. Et que donc, dans le cas, par exemple, du Grand Est, il n'y avait absolument aucune cohérence politique et historique à ce redécoupage, alors que la région Alsace, elle, a une longue histoire, avait une longue histoire et une cohérence. Et donc, nous, on est plusieurs députés à porter le retour de cette région Alsace, et on verra ce qu'il adviendra dans la fameuse commission transpartisane. Et vous êtes favorable à un retour à la situation antérieure à cette grande réforme de découpage? C'est technique. De retrouver les 13 régions qui composaient la métropole? Je ne pense pas, parce que, par exemple, il faut, par exemple, dans le cas de la Normandie, il y a quelque chose de très cohérent qui a été fait. C'est-à-dire les deux Normandies ont été réunifiées. Il n'y a aucune attente à ce qu'on refasse la basse et la haute Normandie. Par exemple, dans le cas du Grand Est, on voit très bien que cette région, ça n'a pas pris auprès de la population, et qu'il y a surtout ce territoire, l'Alsace, qui est quand même pas un territoire neutre dans l'histoire de France, qui s'est senti vraiment pris de front, et il n'y a pas de cohérence, géographique et historique, et donc nous allons travailler à son retour. Et pour aller un petit peu au-delà, ou plus dans le détail, est-ce qu'il y a un échelon territorial que vous voudriez supprimer? Est-ce qu'il y en a trop? Oui, par exemple, un échelon territorial qui nous semblerait intéressant de supprimer tel qu'il est aujourd'hui. Par exemple, moi, je vis dans un territoire dans lequel il y a des EPT, donc des établissements publics territoriaux. Donc, vous êtes dans une sorte de territoire. Alors, moi, ça s'appelle l'EPT 12. Vous avez l'EPT 11. Personne ne sait qu'il est dans ce territoire. Vous n'avez pas d'élection directe, donc les gens n'en ont absolument aucune conscience. Vraiment, en fait, ça pose des problèmes. C'est des échelons, en fait, qui se sont mis intermédiaires. Et je trouve que c'est des problèmes de démocratie et de cohérence pour les citoyens qui sont quand même très forts. Le nombre de communes, vous n'y touchez pas. Ensuite, on est très attachés aux communes. Les regroupements on aimerait bien qu'on leur donne un peu d'argent pour qu'ils puissent remplir leur mission. Les départements, tout ça se combine avec les grandes régions. Tout ça vous semble cohérent? Nous, les grandes régions, on n'est pas trop pour. C'est ce que je vous expliquais à l'instant. Mais en fait, la question, c'est de ne pas faire juste des ajustements sur des choses. À un moment, il faut qu'on revoie comment est-ce qu'on a organisé le territoire. Et du coup, la démocratie aux différentes échelles et comment elles se répondent. Et nous, par exemple, dans l'idée de planification écologique, de se rendre maître du temps, il y a l'idée d'avoir quelque chose de planification avec des objectifs nationaux qui sont donnés. Et ensuite, que par commune, avec les syndicats, avec les associations, il puisse y avoir une déclinaison de ce qu'on peut faire à chacun des échelons. Et je trouve qu'en termes de démocratie, c'est intéressant. Rapidement, pour conclure sur le cas de l'Alsace, en fait, notre projet est un projet de simplification et de proximité, parce que les deux conseils départementaux ont été réunis il y a 2 ans. Donc il n'y a plus qu'une collectivité européenne à l'échelle de l'Alsace qui en fait a les compétences d'un département, et donc l'idée, ça serait d'absorber les compétences régionales et d'avoir une collectivité unique à l'échelle de l'Alsace qui a à la fois les compétences de la région et du département. Et donc on fait sauter une strate, et donc c'est de la simplification pour les élus locaux qui travaillent au jour le jour, et puis surtout plus de proximité pour les concitoyens. Très beau chantier, merci beaucoup. Et une couche en moins dans le millefeuille. Merci beaucoup.